Je m'appelle Stan Lee. Je suis le co-créateur d'un univers de super-héros en constante évolution, qui comprend Spider-Man, les 4 Fantastiques et l'incroyable Hulk. Les super-humains ne sont pas de simples personnages de fiction, ils existent vraiment. Voici Daniel Browning Smith. Il est né avec un pouvoir incroyable. C'est l'homme le plus flexible du monde. Je lui ai demandé de parcourir la planète à la recherche d'autres personnes aux pouvoirs extraordinaires. C'est irréel. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Par définition, ça fait de lui un super-humain. Pour moi, c'est impossible. Je dirais même que c'est un miracle. Les super-humains existent. Préparez-vous à les rencontrer. Je m'appelle Daniel Browning Smith. Stan Lee m'envoie autour du globe à la recherche d'êtres qu'on dit super-humains. J'observe leurs pouvoirs en faisant des tests scientifiques pour voir si la réalité imite vraiment la fiction des comics. Je vais rencontrer un homme qui dit contrôler un essaim de plus de 100 000 abeilles. Puis en regarder un autre échapper de peu à la mort. C'est vraiment horrifiant. Puis, je vais enquêter sur un homme qui a subi près de 1000 accidents de voiture en y échappant à chaque fois. Mais d'abord, direction Los Angeles pour rencontrer un samouraï moderne. On m'a dit que Machi-san avait une coordination main-œil ultra développée. Il se dit capable de fendre une balle tirée par un pistolet, un pouvoir digne des comics. Je suis venu tester les pouvoirs de ce samouraï moderne pour voir s'il est super-humain. Apparu il y a plus de 1000 ans, les samouraïs étaient vénérés pour leur aptitude au combat. Ils vivaient selon un code ancien appelé Bushido, basé sur la loyauté, l'honneur et l'abnégation. Le samouraï qui n'était pas en accord avec ce code d'honneur effectuait un suicide rituel appelé seppuku. Les samouraïs ont des sabres spéciaux appelés katana, qu'ils croient dotés d'une âme. Machi-san vit selon ce code depuis ses 5 ans. Il est allé à l'école des samouraïs où on a découvert ses aptitudes exceptionnelles, sabre en main. À 36 ans, il a sa propre école de samouraï près d'Osaka, au Japon. Pour vérifier que sa coordination main-œil est superhumaine, je l'ai fait venir aux États-Unis pour tester ses pouvoirs à l'aide de la science moderne. C'est sa première visite en Amérique. Et je lui ai donné rendez-vous sur un terrain de baseball. Konnichiwa. Bonjour, Daniel. Pour m'aider à étudier le pouvoir de Machi-san, voici Ramani Durvasula, professeure à l'université de California State. Elle va analyser le comportement de Machi-san pour voir s'il a vraiment un pouvoir superhumain. Je veux rentrer dans le vif du sujet et voir Machi-san en action. Je l'ai donc mis au défi de couper une balle de baseball en mouvement. Cela peut sembler facile. Alors pour corser les choses, l'ex-joueur Jim Vatcher sera au lancer. Et Machi-san va devoir trancher la balle précisément en 2. À quelle vitesse allez-vous la lancer? Je dirais autour des 135 km/h. À cette vitesse, sur une distance de 15 mètres, Machi-san n'aura que 4 dixièmes de seconde entre le moment où la balle quittera la main de Jim et celui où il devra fendre la balle. Avez-vous déjà lancé une balle à un samouraï? Non, jamais. L'action est trop rapide pour l'œil humain. Alors je vais utiliser une caméra à ultra ralenti pour capturer ce moment.
Machi-san est en train de se préparer. Et on voit à quel point son visage est concentré, car il calcule la vitesse à laquelle les balles arrivent au marbre. Il va devoir dégainer son sabre et trancher la balle en un seul geste. Ça va être incroyable. Dégainer un sabre en un seul geste fluide au bon endroit, c'est beaucoup plus difficile que de frapper avec une batte. Sans compter que la lame est 13 fois plus fine qu'une batte de baseball et que le défi est de fendre la balle en 2 parts égales. Ok, on est prêt. Il a réussi. Machi-san a coupé la balle en 2 et c'était la première fois qu'il essayait. Mais tout a été trop vite pour l'œil humain. Pour voir l'action en détail, la caméra à ultra ralenti va nous être utile. C'était absolument incroyable et splendide. Tout s'est passé en un clin d'œil. Machi-san n'a eu que 4 dixièmes de seconde pour couper la balle en 2. Un être humain normal a besoin de 3 dixièmes de seconde pour que son cerveau réalise que la balle a été lancée. Ce qui laisse seulement 1 dixième pour placer le sabre en position pour couper la balle. Soit moins qu'un battement de paupières. Mais comment Machi-san réussit-il cet exploit? Ce que l'on veut tester en premier, c'est son temps de réaction. Nous nous rendons au labo de psychologie du docteur Durvasula pour une expérience. Les tests qu'on va faire vont aller du très facile au très difficile pour bien évaluer vos forces et vos faiblesses. On va effectuer une série de tests mesurant nos temps de réaction. Un ordinateur va enregistrer à quelle vitesse on réagit à des chiffres apparaissant sur un écran. Les résultats révéleront si Machi-san a vraiment un temps de réaction anormalement rapide. Je passe en premier, comme cobaye. Ok, comment je m'en suis tiré? Grâce à nos tests, on a pu voir que vous étiez dans la norme. Vous avez les résultats d'un être humain normal. À présent, c'est au tour de Machi-san. Votre temps de réaction simple médian était de 350 millisecondes. Celui de Machi-san, 250 millisecondes, est bien au-dessus de la moyenne. Mais de là à être superhumain, absolument pas. Que pensez-vous de ces résultats? J'espérais être au-dessus de la moyenne, vu ce que je peux faire. Je dois dire que c'est assez décevant d'être dans la moyenne. Alors, si l'incroyable pouvoir de Machi-san ne vient pas de son temps de réaction, quel en est le secret? Pour le savoir, je veux à présent voir ce samouraï des temps modernes repousser ses limites. Machi-san dit pouvoir couper une balle tirée avec un pistolet à air comprimé. On se rend donc sur un champ de tir près de Los Angeles, pour voir si c'est vrai. Voici la taille de la bille que Machi-san va tenter de trancher au sabre. Je ne serais pas capable de la trancher sur une planche à découper avec un couteau de cuisine. Il va le faire en plein vol avec un sabre de samouraï. Non seulement la bille est 4000 fois plus petite qu'une balle de baseball, mais lorsqu'elle sera éjectée du canon du pistolet, elle volera à plus de 320 km/h. Machi-san arrivera-t-il à la trancher avec son sabre? Je m'appelle Daniel Browning-Smith et je suis à la recherche d'êtres super-humains vivant parmi nous.
Je me retrouve en Californie pour mettre à l'épreuve un samouraï moderne qui prétend avoir des pouvoirs super-humains. Machi-san m'a déjà impressionné en coupant une balle en deux. Mais le voici face au test ultime. Peut-il trancher une bille en plein vol avec son sabre et prouver qu'il est différent du reste de la planète? L'expérience est prête à commencer. Et j'ai pour m'aider le docteur Ramani Durvasula. Ok, on est prêt, Kei. Kei va tirer en direction de Machi-san à 21 mètres de distance. Ce qui ajoute encore plus de variables à l'équation. Comme le pistolet est tenu à la main, la visée n'est pas précise à 100%. Et le moindre souffle de vent déviera la trajectoire de la bille. Pour finir, la couleur de la bille la rend difficile à distinguer du ciel ou du sol. Une personne normale n'a aucune chance de voir la bille. Alors on va utiliser une caméra qui va ralentir l'action 250 fois. J'ai entendu un bruit. Pour savoir si Machi-san a tranché la bille, il faut utiliser l'hyper ralenti. La voilà. Dommage. Il était à quelques millimètres de la couper en deux. Le simple fait de l'avoir touché est extraordinaire quand on pense à la taille de la bille et à celle du sabre. C'est incroyable. Ce résultat ne satisfait pas Machi-san, qui en fait une question d'honneur. J'ai entendu, mais je n'ai rien vu. J'ai vu l'éclat du sabre. Ok, on va regarder ça. En hyper ralenti, je veux voir si Machi-san a réussi un exploit super-humain. Waouh, incroyable! Waouh! On voit un bout partir dans un sens et l'autre dans un autre. Incroyable! Mais comment le docteur explique-t-elle ce qu'elle vient de voir? C'est du traitement sensoriel d'un niveau exceptionnel. Il ne traite rien visuellement, c'est du traitement par anticipation très poussé, qu'il fait de façon très procédurale, très fluide. Il fonctionne comme une machine parfaitement calibrée. Une personne normale aurait besoin de 0,3 de seconde pour traiter le son de la décharge avant de pouvoir penser à réagir. Le temps de dégainer le sabre, la bille serait déjà loin derrière. Il semble que Machi-san est capable de désactiver son mécanisme de pensée pour réagir de façon purement instinctive. Ouais, c'est elle. On voit qu'elle est fendue. Cette toute petite chose, il l'a fendue avec un sabre. C'est absolument super humain. Si Machi était un personnage de bande dessinée, sa vitesse et sa précision, sabre en main, feraient sans aucun doute de lui un super humain. Daniel part maintenant sur la trace d'un homme qui prétend pouvoir contrôler tout un essaim d'abeilles. Les comics sont pleins de savants fous dont l'incroyable savoir leur permet de devenir des super-hommes. Je vais rencontrer un homme censé avoir transformé cette fiction en réalité. Norman Gary prétend avoir accouché d'une invention incroyable qui lui permet de contrôler un essaim de plus de 100 000 abeilles.
Avant de rencontrer Norm, je dois enfiler une combinaison me protégeant des centaines de milliers d'abeilles. C'est vous, Norm? Salut. Moi, c'est Daniel. Norm veut me prouver son pouvoir en ordonnant à un essaim de 100 000 abeilles de couvrir tout son corps. Les abeilles ne font pas que du miel. Elles servent à la pollinisation des cultures vivrières. Rien qu'aux États-Unis, elles fécondent l'équivalent de 10,5 milliards d'euros de récolte par an. Mais les abeilles se font rares. Sans qu'on sache pourquoi, les dernières années ont vu leur population fortement décliner. Ce qui perturbe gravement notre capacité à produire assez de nourriture. Si les abeilles disparaissaient d'un coup, certains prévoient que l'espèce humaine mourrait de faim en 4 ans. Pour cette raison, il devient très important de pouvoir contrôler leurs mouvements pour que nos cultures soient pollinisées. Et Norm prétend être sur la bonne voie. Je n'ai jamais été aussi près d'autant d'abeilles de toute ma vie. Chacune de ces boîtes contient plus de 13 000 abeilles. Les abeilles vont être emmenées là où Norm va subir son test, pour voir s'il peut vraiment contrôler leur comportement. Mais d'abord, pour en savoir plus sur son pouvoir, on se rend au centre de recherche sur les abeilles de l'université de Davis, où il a enseigné pendant plus de 30 ans. Norm explique que la clé de son pouvoir est l'utilisation de phéromones. C'est quoi une phéromone au juste? C'est la sécrétion chimique de glandes situées à divers endroits du corps des abeilles. Elle provoque des changements dans la physiologie des ouvrières et surtout dans leur comportement. Le changement de comportement peut être instantané ou prendre une semaine. Ces phéromones servent aux abeilles à communiquer. Et pour les détecter, elles possèdent l'un des odorats les plus développés du règne animal. Si développé qu'on a tenté de faire détecter aux abeilles une foule de choses. Des mines antipersonnelles au cancer. Un humain peut-il sentir ces phéromones? En général, non. Il en existe qu'on peut sentir. Je peux vous en faire sentir une si vous voulez. Je vais me faire piquer le doigt. Le dard des abeilles contient de l'apitoxine, un poison semblable au venin de serpent. Un dard en injecte en moyenne 0,1 mg. Et il faut environ 1100 piqûres pour tuer un homme. Mais si, comme 1% de la population, vous êtes allergique aux piqûres d'abeilles, une seule peut suffire. Je vais sentir. On dirait du bonbon à la banane. Ça sent le bonbon à la banane pour les humains, mais pour les abeilles, c'est une alarme. Quand elles sentent cette phéromone, elles ont une réaction immédiate, attaquer. Quand Norm met un dard devant l'entrée de la ruche, la réponse des abeilles est immédiate. C'est le signal qu'elles sont attaquées et qu'elles doivent protéger la ruche à tout prix. Une ou deux abeilles ont piqué le leur et les autres se mettent elles aussi à piquer. C'est une réaction en chaîne. Chaque fois qu'une abeille pique, ça libère une dose de phéromones d'alarme qui, à son tour, attire d'autres abeilles qui vont piquer. Norm a signalé aux abeilles qu'elles étaient attaquées. Elles ont répondu à son message. Qu'arriverait-il si on couvrait un humain de phéromones d'alarme? Il ne tiendrait pas plus de quelques minutes. Il serait piqué à mort. Je suis déjà convaincu que Norm a un savoir unique sur le comportement des abeilles. Mais on dit qu'il est allé encore plus loin dans la communication avec elles et qu'il peut contrôler un essaim entier. En général, un essaim d'abeilles s'agglutine autour d'une reine en raison des phéromones qu'elle produit. Norm affirme pouvoir remplacer cette reine grâce à un mélange de phéromones qui imite les signaux chimiques qui attirent les abeilles. Et voilà. C'est votre mélange secret pour parler aux abeilles, c'est ça? Tout à fait. À présent, je veux vérifier que Norm a bien créé une phéromone
qui peut lui faire contrôler un essaim de plus de 100 000 abeilles. Je m'appelle Daniel Brolin Smith et je cherche de par le monde des êtres super-humains. J'ai déjà trouvé un samouraï qui pouvait couper des balles avec son sabre. Je suis maintenant sur le point de voir si Norm Gary a le pouvoir de contrôler un essaim de plus de 100 000 abeilles. Les abeilles sont sur place et le test peut commencer. Elles ont été déplacées loin de leur ruche habituelle pour éviter toute distraction. En outre, avant le début du test, les abeilles doivent être regroupées et nourries avec une solution sucrée, afin d'éviter qu'elles partent en quête de nourriture. Norm va tenter de recouvrir tout son corps d'abeilles. Il va le faire sans protection. Avant de commencer, il faut briefer l'équipe. Il se peut que ça se passe mal. Alors voici les signaux. Si je vous serre une fois la main, c'est que tout se passe bien. Si ça se passe plutôt pas mal, c'est 2 pressions. 3, c'est que je veux sortir de là parce que ça se passe très mal. Si les choses tournent mal, les abeilles seront en fumée. La fumée les désoriente et les rend moins susceptibles de piquer pendant qu'on les écarte. Pour attirer les abeilles, Norm se met la phéromone qu'il a créée sur tout le corps. Ça suffit, il n'en faut pas beaucoup. Je veux qu'elles me recouvrent le corps, je veux les entendre bourdonner et les sentir me chatouiller le visage. Quelques secondes après avoir sorti les phéromones, les abeilles entourent Norm. Elles sont sur la plateforme et le bocal qui renfermait les phéromones. Si Norm se fait piquer, les phéromones d'alarme peuvent provoquer une réaction en chaîne, où toutes les abeilles utilisent leur dard comme je l'ai vu plus tôt. Il suffit d'environ 1100 piqûres pour tuer un humain. Norm a sur lui assez d'abeilles pour en tuer une centaine. Les abeilles recouvrent tout le corps de Norm. Elles sont en train de couvrir son visage et il ne pourra bientôt plus me parler. Une abeille pèse dans les 200 mg. Mais multipliez ce chiffre par 100 000 et vous arrivez à un poids total de plus de 20 kg. Ça commence à peser sur les épaules. Ça commence à faire lourd et c'est aussi chaud qu'une couverture. Le dos de Norman est entièrement recouvert d'abeilles. Elles couvrent tout son visage et sa tête. Il doit y avoir plus de 100 000 abeilles sur son corps. L'intérieur d'un essaim d'abeilles, c'est un univers différent. C'est pas surprenant, mais tant que vous ne l'avez pas fait, vous n'y pensez pas. Mais à l'intérieur, c'est vraiment un autre monde. Je parie que certaines me prennent pour une abeille. Je sens l'abeille et avec tout le bourdonnement qu'il y a autour, comment savoir si je n'en suis pas une? Quand on parle d'être super-humain, on pense à la génétique ou au résultat d'un entraînement spécial. Ce que Norm a fait, c'est utiliser son immense connaissance des abeilles pour créer un cocktail de phéromones qui fait croire aux abeilles qu'il est leur reine. Et c'est ce qui rend Norm super-humain. Et il a réussi, sans être piqué une seule fois. C'est incroyable de voir quelqu'un contrôler autant d'abeilles. Et parce qu'elles génèrent la pollinisation de nos cultures agricoles, celui qui détient un tel secret pourrait bien avoir la clé de la survie de l'espèce humaine. Maîtriser la nature a de tout temps été un objectif pour l'homme. Et c'est bien ce que Norm a réussi de façon remarquable. J'ai toujours été un grand admirateur du maître de l'évasion, Harry Houdini. La rumeur veut qu'au Canada, un homme marche sur ses traces.
et qu'il ait amené l'art de l'évasion à un niveau superhumain. Je m'apprête à étudier Steve Santini, un escapologiste de l'extrême. J'ai vu beaucoup de prestidigitateurs, et ce que fait Steve pourrait bien dépasser le simple tour. Peu ont atteint le niveau de Houdini, un niveau qui dépasse toute explication logique. Je vais rencontrer Steve Santini dans un motel, où il va me montrer l'art de l'évasion poussé à l'extrême. Je suis ici pour mesurer scientifiquement sa réaction à cette mise en danger de sa vie et découvrir s'il est superhumain. Je ne peux pas laisser la peur m'envahir. Ce que je fais, c'est vraiment l'évasion ou la mort. C'est quoi ça? Steve a déjà installé cette machine meurtrière à laquelle il projette d'échapper. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. J'ai fait une fiche de lecture pour l'école sur la biographie de Harry Houdini et j'ai voulu voir si ce qu'il faisait était possible. On annonçait à mes parents, « Steve s'est attaché avec l'antivol du vélo de mon fils et il va plonger dans notre piscine. » J'ai appris comme ça, en tâtonnant, sans trucage. Je voulais savoir si c'était faisable. Steve montre la puissance destructrice de sa dernière trouvaille sur un melon. Ces forêts sont reliées à cette chaîne et un moteur les rapproche lentement de l'endroit où mon visage est bloqué. Je suis enchaîné et je dois arriver à mettre mes mains sous le collier avant que mon visage soit déchiqueté. Il n'y a donc aucune sécurité? Aucune. Une fois le système enclenché, il doit arriver au bout du cycle pour que la machine s'arrête. C'est vraiment horrifiant. Là, c'est fermé. Steve se fait enchaîner les poignets et menotter les pouces. Puis se fait entraver sous une table. Truqué ou pas, il devra se défaire de tout avant de pouvoir se désentraver. Sa tête est maintenue directement face aux forêts. Vas-y. Les forêts se rapprochent de la tête de Steve. Il n'a que 90 secondes pour se sortir de ses entraves. S'il n'y arrive pas, les forêts déchiquetteront son visage comme le melon. Steve doit effectuer une suite de mouvements très précis pour s'échapper. D'abord, il doit retirer ses pouces des menottes, qu'il utilise ensuite pour crocheter les serrures des liens qu'il a au poignet. Ensuite seulement, il peut défaire les entraves maintenant sa tête en place. Il doit faire cela sous une pression extrême, le tout en gardant son calme face à un danger bien réel. C'est pas passé loin. Ça, c'est sûr. Ça n'est jamais passé aussi près. Vous avez la voix qui tremble. Oui, je tremble. J'ai eu une poussée d'adrénaline. C'est violent. Ça fout la frousse. On sort tous sonnés de cette expérience extrême, sauf Steve. Serait-ce le secret qui lui permet de se sortir de ces situations? Quand j'affronte ces machines de mort, et elles ne se contenteraient pas de me mutiler, elles me tueraient. Je n'ai vraiment pas peur. J'ai un profond respect pour ce qu'elles peuvent faire. Mais si vous laissez la peur vous envahir, vous êtes mort. Vous n'avez aucune chance. C'est fini avant d'avoir commencé. C'est ce pouvoir que je veux étudier et tester scientifiquement. Y a-t-il quelque chose chez Steve qui le rend différent? Nous voici dans une prison, où les détenus rêveraient d'avoir les pouvoirs de Steve. Dans la cour, sa capacité à contrôler sa peur va être mise au défi ultime. Il va tenter d'échapper à ces pointes en fer qui s'abattront sur son corps s'il fait la moindre erreur. J'ai demandé à une secouriste de surveiller le rythme cardiaque de Steve lors de ce tour de force. Ainsi, nous pourrons constater tout comportement physiologique inhabituel lors de l'évasion. À quel genre de blessure peut-on s'attendre si ce truc s'abattait sur quelqu'un? De nombreux organes seraient perforés.
Une hémorragie énorme, mortelle. Cette tentative d'évasion se déroule en 3 étapes. Et Steve s'est laissé exactement 1 minute pour la réussir. D'abord, les mains de Steve sont retenues par des gants d'entrave. Quand cette chaîne est bien tirée, difficile de retirer sa main ou d'utiliser ses doigts. Ils sont enchaînés au-dessus de sa tête. 2 ceintures sont serrées autour de sa poitrine. Une fois la goupille enlevée, ce sont les seules choses tenant la barre en place et empêchant les pointes mortelles de s'abattre sur Steve. Une fois que Steve enlève ses ceintures, il doit retenir les 68 kilos des pointes derrière lui à la main. Ensuite, le seul moyen de s'échapper est de lâcher la barre et de plonger hors d'atteinte des pointes. Une fois qu'il lâche, il n'a qu'1 dixième de seconde pour s'écarter. Chaque phase de l'évasion nécessite une extrême dextérité, soit la première fonction qu'on perd quand la peur s'installe. Quel est son rythme cardiaque? 116. C'est assez élevé. Je retire la goupille. Retire-la. Une fois la goupille retirée, Steve n'a qu'1 minute pour s'échapper. Et une tension de 68 kg est appliquée sur les ceintures autour de son torse. Durant la première phase, Steve doit faire sortir ses mains des gants d'entrave. Phase suivante, défaire les ceintures. La seule chose qui tienne les 68 kilos de pointe à serrer en place est la force de Steve. La dernière phase est la plus dangereuse. Steve doit lâcher la barre retenant les pointes et plonger hors d'atteinte. Il n'a qu'1 dixième de seconde avant qu'elle ne s'abatte sur lui et ne l'empale. Il doit faire vite s'il ne veut pas mourir. Je veux voir le rythme cardiaque de Steve, pour voir si une anormalité pourrait expliquer comment il a pu s'échapper. C'est assez incroyable. Si vous regardez là, c'est juste avant. C'est assez normal. Un rythme cardiaque de 104, c'est plutôt bon. Mais si vous regardez ici, le rythme descend à 71. Au moment le plus dangereux de l'évasion, son rythme cardiaque a chuté. Le cœur d'une personne normale battrait la chamade, ce qui compromettrait gravement ses chances à cause de la peur. Mais Steve a gardé le contrôle et a été plus performant. Je n'ai jamais rien vu de tel. Le plus impressionnant chez Steve, c'est sa capacité à prendre le contrôle du subconscient de son corps. Une personne normale, paralysée par sa réaction automatique à la peur, n'aurait pas pu s'en sortir. Mais Steve a toujours gardé son calme et s'est échappé sans une égratignure. Prochaine étape, Las Vegas, où Daniel va rencontrer un homme apparemment invincible, qui s'expose à des accidents de voiture potentiellement mortels. Mais s'en sortira-t-il indemne cette fois ? Certains personnages de comics sont indestructibles, quoi qu'on leur lance. Mais Rusty Hite semble être un véritable super-héros. Je suis en route pour Las Vegas pour le rencontrer. Rusty détient le record mondial d'avoir pris part à plus de 900 accidents de voiture sans blessure grave. Et au contraire des cascadeurs, il n'a pas de cage de sécurité ou de casque. Il a pour seule protection les ceintures de sécurité standard des voitures. Je veux mesurer les situations extrêmes que son corps supporte et découvrir comment il s'en sort. Rusty Hite est-il invincible ? Depuis l'invention de la voiture,
plus de 20 millions de personnes ont péri dans un accident. Dès les années 30, les constructeurs ont voulu mieux analyser ce qui arrivait aux gens lors d'une collision. Les premiers sujets de leurs tests étaient des cadavres sanglés dans les véhicules. À mesure que les tests se sont développés, les cadavres ont disparu au profit de mannequins spécifiques, inventés au début des années 50. Mais ces mannequins n'offrent pas toutes les informations sur les conditions réelles d'un choc. Le mieux reste d'avoir une personne vivante dans la voiture. C'est pour cela que Rusty Hite se met volontairement en danger au nom de la science. Vous devez être Rusty. Ça va? Moi, c'est Daniel. Salut Daniel, ça va? Rusty enseigne l'analyse d'accidents de voiture. Et pour en savoir le plus possible, il a décidé de se mettre aux premières loges. Il y a 15 ans qu'il a commencé à prendre part à des accidents. Je subis ces accidents de voiture car je crois que pour apprendre aux autres à analyser comment des gens se sont blessés lors d'une collision, je dois pouvoir reconstituer cet accident. Et pour bien faire, je dois aussi pouvoir constituer un accident, le planifier et en sortir indemne. Et sur les 930 fois que je l'ai fait, j'y suis arrivé 930 fois. Aujourd'hui, Rusty va exécuter son 938e accident lors d'une convention d'accidentologie. Sont présents des scientifiques et des ingénieurs qui vont analyser l'impact. Comme n'importe quelle science, il nous faut un labo. Et un accident reste le meilleur des labos pour cela. Tous les éléments humains et environnementaux sont réunis. Chaque accident pour Rusty est potentiellement très dangereux. Court-il un risque? Absolument. Vous remarquerez que Rusty est le seul à prendre ce risque. Rusty est en place, il va percuter à 65 km/h ces deux véhicules garés. Rusty court un danger réel. Les études ont prouvé qu'à cette vitesse, un accident sur 3 entraîne une blessure grave, comme une jambe ou un bras cassé. Selon les statistiques, il devrait se briser des centaines d'os. Rusty, comment ça va? Très bien, et vous? Ça a été violent. Chose incroyable, ce mannequin de test vivant s'en est encore tiré indemne. Je veux maintenant mesurer les conditions extrêmes que son corps doit supporter lors de ces collisions, pour savoir si Rusty est un vrai super-héros. Je m'appelle Daniel Browning Smith et je suis à Las Vegas pour vérifier si Rusty Hite a le super pouvoir de résister aux accidents de voiture. Il en a connu plus que quiconque sur Terre et il se prépare pour son 938e. Je veux analyser les conditions qu'endure son corps. Pour m'aider, voici Judd, ingénieur en biomécanique. Il va placer des accéléromètres sur tout le corps de Rusty pour mesurer les forces lors du crash. T'as une pédale de frein par là? Les données des accéléromètres m'indiqueront exactement les forces supportées par le corps de Rusty, milliseconde par milliseconde. Un accident de voiture se déroule en 3 grandes phases d'impact. La première est la collision des deux véhicules. La deuxième, c'est lorsque les gens à l'intérieur percutent la ceinture, le volant ou le pare-brise. Et lors de la troisième,
Les organes tels que le cerveau ou le cœur bougent dans le corps, percutant la cage thoracique ou le crâne. Plusieurs jours après l'accident, une quatrième phase peut se produire. Le coup du lapin, causé par un traumatisme du cou et qui touche plus de 120 000 Américains par an. Pourtant, en plus de 900 accidents, Rusty n'en a jamais souffert. Rusty est désormais prêt et sa voiture est mise en position. Pour cet accident, il va dépasser les 65 km/h, ce qui augmente les risques de blessures. J'essaie de m'aligner correctement. Rusty, go! Le choc a semblé plus violent que le précédent. Mais une fois encore, Rusty est indemne. Vous vous sentez comment? Les résultats des capteurs sur son corps sont immédiatement analysés. Ce que je veux savoir, c'est combien de fois la force gravitationnelle, combien de G, Rusty a enduré lors du choc. Le maximum de G a été proche des 12. 12 G? Et vous pesez combien? 97 kilos, Donc vous avez pesé plus de 1130 kilos? brièvement. L'espace d'un instant. C'est le plus intéressant dans ces données. Quand on sait que l'espace d'un centième de seconde, on a pesé 900 kilos, c'est là que le risque de blessure se trouve. Quand on pense à tous les organes de notre corps, les côtes, le cœur, les poumons, qui pèsent d'un coup 10 fois ou 20 fois plus lourd, c'est là qu'est le risque de blessure. Endommager ces organes peut être fatal. Alors comment s'en sort-il indemne à chaque fois? Peut-être que Rusty s'est tellement habitué au choc que son corps a développé un sixième sens qui lui permet d'anticiper la collision et de se protéger de façon instinctive. Mais cela le rend-il superhumain? Une chose est sûre, il a encaissé plus de 900 accidents sans blessure grave, ce qui n'avait jamais été fait avant. Et grâce à cette capacité, il a pu faire progresser la connaissance des accidents de voiture et a contribué à sauver des vies. Je suis vraiment fasciné par les expériences qu'endure Rusty 8, mettant en jeu sa vie jour après jour pour améliorer notre sécurité. Notre mission continue. Et Daniel et moi avons trouvé la preuve que d'autres personnes disposent de pouvoirs superhumains. Cela prouve qu'il n'existe pas seulement dans les pages des comics, mais qu'il nous entoure. Qui sait où nous trouverons les prochains?